Laurent Gbagbo a gagné les cœurs de la jeunesse. Je sais. Il a gagné, selon vous? Il a gagné, mais ce qui me fait rigoler en Côte d'Ivoire, ne le prenez pas mal. Je me souviens d'un Ouattara très... Quant à moi, je ne ferai pas plus de 2 mandats. Je suis un démocrate. Et l'autre jour, je pose la question à quelqu'un, mais je me trompe, est-ce que ce président est en train de réclamer un 4e mandat? Ou bien c'est un 3e? Ou c'est un 4e? Ou c'est moi qui suis hors temps? Vous savez, il vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que on dirait une malédiction pour nos peuples. Dès qu'un Africain a le pouvoir, il s'oublie. Il oublie son peuple. Il veut l'exercer jusqu'à ce que mort s'en suive. Il ne s'aperçoit plus de ses propres limites intellectuelles, physiques et même émotionnelles. Parce que la politique, c'est aussi de l'émotion. En vieillissant, plus on approche du temps qui vient du départ, plus l'être humain se recentre sur sa propre survie. Qu'ils ne me disent pas qu'eux ne se recentrent pas sur leur propre survie. Le reste ne les intéresse absolument, strictement pas. Et cette fois-ci, on va me dire que c'est de la faute de qui? De la France? Ou de nous-mêmes? Est-ce que nous nous aimons entre nous assez? Parce qu'il y a ce rôle, quand je disais tout à l'heure, vous dites rien. C'est aussi ça, un leader, le rôle de transmission. Ok? Vous exercez de la politique, vous faites en sorte qu'il y ait un leader qui arrive et vous allez vous reposer, vous passez la main. Vous allez vous asseoir comme je le fais à Paris ou à Douala, quand on vous sollicite, vous parlez, mais vous n'êtes plus la personne qui est forcément en premier plan. On dirait qu'ils ont tellement peur de quitter le devant de la scène qu'ils n'existent que par la scène et que plus rien n'existe derrière eux. Mais les amis d'Alassane Ouattara diront que Laurent Gbagbo est lui aussi toujours sur le devant de la scène. Oui, mais il y a une interruption. Laurent Gbagbo n'a pas fait 4 mandats. Il y a quelque chose d'inachevé. Oui, il y a quelque chose non seulement d'inachevé, mais il a été interrompu. Il y a eu comme une injustice qui s'était abattue sur lui. Qu'il ait besoin de revendiquer cette justice, c'est normal. Mais je reviens sur le cas d'Alassane, qui a fait 3 mandats et qui réclame une 4. Quelle est la différence entre lui et les autres dictateurs? Expliquez-moi. Petit Paul Biya? Lui, c'est le recordman de la dictature humaine. Bon. C'est-à-dire, une fois de plus, c'est après moi le déluge. C'est-à-dire, je ne fais rien qui permette à ce que mon peuple puisse être bien hors de moi. Parce qu'il y a toujours un enrichissement à obtenir d'un nouveau chef d'État. Un nouveau chef d'État, même s'il n'a pas la dimension de l'autre, c'est toujours une nouvelle respiration. Et les peuples ont besoin de cette nouvelle respiration, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Encore plus au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. On a besoin... Et on verra après. On en est au point au Cameroun, par exemple, où on souhaite même que ce soit le diable. C'est un évêque qui l'a dit. Mais tout le monde est d'accord, et moi avec. Mais nous sommes tous d'accord. Même un chat, on va les faire miaou miaou. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ça? Alors justement, il y a eu un bouleversement politique majeur dans le Sahel qui n'est pas sans lien avec la chute et l'assassinat de Muammar Kadhafi que vous avez défendu en vous faisant beaucoup d'ennemis, on le rappelle. Que pensez-vous des dirigeants de l'AES et plus généralement de la situation dans ces pays, Niger, Mali, Burkina Faso, où il y a le feu, mais aussi le départ de la France? Il y a le feu, oui, ça dépend des régions. J'ai parlé un peu avec, par exemple, de mes amis du Mali. Ils disent que oui, en fait, à chaque fois, vous avez des intrusions des Boko Haram, enfin, tout ce qui ressemble aux extrémistes musulmans, là, mais qui ne gagnent pas de terrain non plus. Hein. Bon. C'est ce que je pense. Ouais. Je pense qu'ils sont courageux. Je pense qu'il fallait essayer cette expérience-là également. Même si on échoue, c'est pas grave, mais on aura essayé. Parce que l'apprentissage ne se fait pas dans la facilité, mais aussi dans les échecs. En tirer des leçons. Ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. L'histoire des peuples d'Afrique par rapport à l'histoire moderne est très récente, même si notre histoire est très vieille par rapport à l'histoire du monde. Donc, nous faisons des expériences. Ils tâtonnent. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que leur peuple les aime beaucoup. C'est aussi une question générationnelle. Ce sont des dirigeants plutôt jeunes. Oui, mais leur peuple les Ce sont les idolâtre. petits-enfants de Paul Biya.
Oui, mais on les idolâtre, ils les aiment. Et vous savez, l'amour fait beaucoup aussi de la construction des nations. Avec cet amour, ils sont capables de remonter les choses les plus difficiles. Bon, on ne peut pas non plus mêler tous les pays, même s'ils se disent de l'AES. Par exemple, le Burkina Faso, de mon point de vue, fait face à plus de terrorisme que le Mali, si je ne me trompe guère. Donc, encourageons ces pays à aller au bout de leur expérience. Et de toutes les façons, à un moment donné, il faut grandir. Oui. Ils sont en train de grandir en vivant leur expérience solitaire, en coupant les ponts avec le passé, qu'ils estiment, peut-être qu'ils reviendront vers ce passé plus tard. Oui, ils vivent pour l'instant en marge de la démocratie élective. Avez-vous le sentiment que ce projet démocratique... Vous n'allez pas m'embêter avec la démocratie quand même, vous. Si. Donc, Non, en tout cas, avez-vous le sentiment que ce projet démocratique est en recul en Afrique subsaharienne ou que les gens n'en veulent plus, en tout cas. Vous avez vu où ça nous a conduit au Cameroun? Nous sommes en démocratie. Élective. Oui, en plus, oui. Nous y sommes au Mais c'est Cameroun. pas une vraie démocratie. Ben alors, pourquoi vous nous embêtez avec des démocraties qui ne sont pas des véritables démocraties? Pourquoi on doit se contenter des mots creux, des mots vides, des mots sans sens, des histoires de démocratie qui ne sont pas réelles? Et vous le savez aussi bien que moi. C'est quoi même cette démocratie? Justement, j'aimerais bien en revenir Bon, à ce déjà, concept. c'est un peu la liberté d'expression. Non, En je France, fais il y a la la liberté différence. d'expression. En France, on ne peut pas dire qu'il y a une démocratie parfaite, mais au moins, il y a une liberté d'expression. Je fais la différence entre la démocratie et la liberté d'expression. On peut avoir un roi à la tête d'une nation et avoir la liberté d'expression. Ouais. Et nous, on a des présidents soi-disant élus et on n'a pas de liberté d'expression. Il y a quelque part une rupture, un hiatus, une dichotomie très nette. Donc, est-ce que l'AES subit plus de régression en matière démocratique que le Cameroun? C'est ça la bonne question. Au Cameroun, il y a une démocratie. Vous commencez à faire une comparaison parce que ce qui est là, c'est qu'il faut faire une comparaison entre ce qui est comparable. Alors, ils ont l'armée. Je pose la question, y a-t-il moins de corruption là-bas? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que les pays de l'AES connaissent moins de corruption que le Cameroun, tout en n'étant pas démocratique? Bon, c'est pas difficile en même temps d'être moins corrompu que le Cameroun. Alors, Oui, mais vous pensez que moi, Calixte Beyala, je veux encourager une démocratie fausse? Ouais. Parce qu'elle est fausse au Cameroun. Vous pensez vraiment que ce mot utilisé par les pires sanguinaires du monde, ce mot, qui est le mot en tant que tel, dans sa définition, est très beau. Mais ce que nos élites en ont fait, vous pensez qu'on peut encore l'utiliser en ce sens-là? il faut peut-être changer de mot, faire preuve d'imagination et Eh oui. rencontrer les aspirations réelles de ce peuple qui est le plus jeune du monde, c'est-à-dire le peuple africain. Vous avez beaucoup défendu, Calixte Beyala, le droit des minorités visibles, notamment des Noirs, à avoir leur place à l'antenne dans l'audiovisuel français. Vous avez été très actif au sein du collectif Égalité Club Élite, avec entre autres l'acteur Jacques Martial, qui est malheureusement décédé ces derniers jours. Quel bilan faites-vous de ce combat quand vous regardez le paysage audiovisuel français? Heureusement qu'il n'y avait pas que l'audiovisuel que nous défendions le domaine audiovisuel, politique, culturel, etc. etc. Par rapport, il y a 30 ans, c'est un tout petit peu mieux. Il y a plus d'hommes politiques que noirs, il y a plus d'expression, même si la télévision tente de rester blanche. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque génération, comme disait Frantz Fanon, appartient une mission. Les mêmes ne peuvent pas être là, faire tout, et sans que ceux qui suivent derrière ne continuent le combat, ne continuent la revendication, ou que ceux qui ont accès à des postes, comme on a pu en avoir, ferment les portes derrière eux. Nous l'avons vécu ça aussi. Nous avons vécu des Noirs qu'on a fait nommer, et qui après ne reconnaissent même plus qu'ils sont Noirs, hein, qui disent qu'ils sont arrivés là grâce à leur extraordinaire talent, alors que c'est moi qui portais les dossiers dans les chaînes de télé. Parlez de qui? Non, je pense qu'il vaut mieux qu'on ne puisse pas citer nos amis vivants, nos frères vivants. Mais ils se reconnaissent, et tout le monde les connaît. Et malheureusement, nous avons perdu Jacques il y a mercredi dernier, hein, il y a quelques jours, on l'enterre demain. Ce dimanche, la communauté noire de France
afro-caribéenne lui a rendu un grand hommage. Il y a eu des tambours, des roulements de tambours de Ménil Montant-La-Villette, puisqu'il a été président de la Villette par la suite. Vous voyez, ça c'est une victoire du collectif également. C'est le premier noir à être président de la Villette. Et puis il y a eu cet hommage avec les Sidiki Bakaba, et puis Luc Saint-Éloi, et puis d'autres artistes venus de partout, qui ont lu des poèmes, qui ont chanté, qui ont joué du saxophone, qui ont rappelé Manu Dibango, qui était aussi un des porte-parole du collectif Égalité. Où j'en suis avec ça, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et à chaque fois, je fais ce que j'ai à faire, et j'observe ce qui se passe, et ce que le monde devient. Alors justement, la France, que devient-elle? Quel regard portez-vous sur la France d'aujourd'hui? La France d'Emmanuel Macron. Et accessoirement, craignez-vous l'irruption au plus haut sommet de l'État de l'extrême droite en France en 2027? Nous en prenons le chemin. Parce que parmi les hommes qui tiennent un discours qui soit un peu rassembleur pour tous les Français, parce que la France n'est plus que blanche, elle est multiraciale, multiculturelle. Il y a de Villepin, apparemment, c'est pas très bon. Ils ont caricaturé l'extrême, enfin, la gauche. Mélenchon, ils l'ont caricaturé à l'extrême pour qu'on ait peur de lui. Or, en ce que je vois, je ne dirais pas ce qui me concerne, je dirais que ce serait le meilleur des remplacements. Parce que nous avons déjà tout expérimenté. Aujourd'hui, on ne sait même plus si on est à gauche, si on est à droite, si on est au centre, si on est en haut, si on est en bas. La France est perdue dans elle-même. Elle est perdue parce qu'elle croit défendre des choses qu'elle ne peut même plus défendre. Elle est perdue parce qu'elle veut mener encore un train de vie qu'elle n'est pas capable de mener. Elle est perdue parce qu'elle ne se recentre même pas sur elle-même pour trouver des solutions. On n'a pas la force d'aller nous occuper. Vous savez, à un moment donné dans l'histoire des peuples, il y a des moments où on n'a plus la force d'aller s'occuper des autres. On n'a que la force de s'occuper de nous-mêmes. Or, aujourd'hui, tous les services publics, il n'y en a pratiquement plus. Les hôpitaux sont très affaiblis. Je parle en femme française depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire le service public d'il y a 30 ans. Si vous la voyez quelque part, si vous le voyez quelque part, appelez-moi. Vous allez attendre dans les urgences pendant des heures et des heures et des heures. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a quelque chose qui se déstructure petit à petit, une dévalorisation de ce que nous sommes nous-mêmes. Je vais prendre par exemple le cas de la francophonie que j'ai beaucoup défendu, que j'aime beaucoup. On a été jusqu'à prendre quelqu'un qui ne parlait même pas le français pour être le symbole de la francophonie. C'est pour vous dire le reniement. Ministre des Affaires étrangères du Rwanda. C'est pour vous dire le reniement de soi, la peur de soi, ou la confusion de soi. La confusion de soi. Eh bien oui. Voilà ce que nous avons fait. Et j'ai tiré la sonnette d'alarme 1 million de fois. Et comme je ne suis pas écouté, je les observe. Avant de tourner, vous avez dit que ça ressemblait à une forme de malédiction. Et que ça avait quelque chose à voir avec l'Afrique. Oui, c'est-à-dire, oui. C'est-à-dire que, en fait, d'une certaine façon, même si la France se fracassait déjà depuis 30, 40 ou 50 ans, il y avait déjà une espèce d'effritement des valeurs, voilà. Le tournant a eu lieu vraiment en 2010-2011. Je parle là par rapport à la francophonie et à l'Afrique, qui était quand même un des secteurs les plus importants du rayonnement de la France. La France va perdre avec la mort de Kadhafi et l'arrestation de Gbagbo tout ce qu'elle incarnait, c'est-à-dire le pays de la liberté, des droits de l'homme. On a eu l'impression qu'elle marchait elle-même sur ses propres valeurs. Et quand un pays marche sur ses propres valeurs, c'est un pays qui perd. Et la France, à ce moment-là, avait marché sur ses propres valeurs. Et tout le monde l'a vu marcher sur ses propres valeurs. Et beaucoup ne l'ont plus respecté à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que l'image dégradée de la France d'aujourd'hui en Afrique ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient de cet instant là-bas. C'est-à-dire, les gens ont dit, mais c'est quoi ce pays où on fasse... Ah ben la démocratie, parle de la démocratie, tiens, ils bombardent un pays, et tiens, ils vont arrêter un président dans son palais, tiens, ils vont tuer un président ailleurs. Et tout ça, c'était en direct à la télé. C'est pas des histoires cachées, comme dans les années 60. Et donc, du coup, il y a eu un effritement de la France aux yeux des jeunes Africains, oui. Et tout son malheur, une bonne partie de son malheur, vient de cet instant, de ces deux instants-là. C'est-à-dire la Libye de Kadhafi et la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Alors, les parents ont mangé des figues vertes et les dents des enfants sont irritées. Et finalement, Emmanuel Macron n'est que celui qui hérite de cette situation.
Oui, Emmanuel Macron n'est pas responsable de ce qui se passe. On lui a filé dans les mains quelque chose qui était déjà complètement en état de pourrissement. Il a essayé de voir, il s'est agité parce que bon, c'est un enfant surdoué, j'imagine, qui aime s'agiter, qui connaît beaucoup de choses. Donc il a essayé, au lieu de rester calme, de se dire mais il se passe quoi, un jeune homme qu'il est, plein de fougue, il s'est dit je vais essayer de redresser la barre. Non, mais plus il essaie de redresser cette barre, plus la barre se pliait. Donc c'est pas de sa faute. Il a trouvé une situation. Et ceux qui essaient de tout lui mettre sur le dos ont tort de le faire. Il a essayé de tenir un pays qui avait déjà beaucoup perdu de sa grandeur, du fait de ses prédécesseurs, oui. Que ça soit même au Mali, que ça soit même... il n'est pas responsable de tout ça, lui. Mais même aujourd'hui, sur des questions comme l'Ukraine, ou des questions comme le Proche-Orient, ou même des questions comme des accords commerciaux avec les États-Unis, la France, on a l'impression qu'elle n'a plus de voix du tout, au-delà de l'Afrique. Non, elle n'a plus de voix du tout. Et en fait, c'est grâce à cette Afrique-là qu'elle pouvait aussi avoir une voix auprès de ses partenaires européens ou américains autres. Donc, en ayant perdu cette espèce d'aura, cette Afrique qui l'apportait, qui l'aidait, qui l'aimait aussi, parce que nous partagions des valeurs aussi communes, hein. C'est pas seulement une question de langue, hein. La France a commis les plus grosses erreurs de sa vie. Moi, je me souviens d'une époque, je disais en permanence ici en France qu'il fallait créer un passeport francophone, mais vraiment francophone. Ils ne l'ont pas accepté. La France aurait créé cette espèce de fraternité que je demandais. Tout le monde serait peut-être bien, parce que chacun apporterait ce qu'il sait faire. On aurait tous évolué. La France ne serait pas en train de ne pas avoir un taux de chômage, je ne sais pas à combien c'est. La France ne serait pas en complète... Elle aurait même été gagnante dans ce que je proposais. Mais, vous savez, les égoïsmes, le racisme aussi, la non-vision de ce qu'on pourrait appeler de l'altérité peut expliquer que beaucoup de Français ne voyaient pas l'intérêt d'être vraiment des frères des Africains. Parce que de tous ces mondes, que ce soit les Américains, c'est pas une question de couleur de peau. Or, ils se sont focalisés sur la couleur de la peau. Ils ont pensé que les Ukrainiens sont plus proches d'eux que les Africains. Les Ukrainiens n'ont pas votre culture, monsieur. Les Africains ont lu Baudelaire. Ils ont lu Voltaire, qu'ils aiment beaucoup.